Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Alors aujourd'hui, on va évidemment revenir sur le traitement médiatique de la mort du militant néofasciste Quentin de Ranc. Oui, parce que ça y est, les médias ont enfin compris, c'était un militant néofasciste et pas un simple étudiant en mathématiques qui pensait un peu différemment. Oui, parce que pendant des jours, il était juste défini par son âge, 23 ans. Quentin de Ranc était juste le jeune Quentin. Mais c'est bel et bien en l'honneur d'un militant néofasciste que l'Assemblée nationale de la République française a tenu à observer une minute de silence le 17 février. Mes chers collègues, en hommage au jeune Quentin, je vous demande d'observer une minute de silence. À ce moment-là, on était le mardi 17 février, les faits n'étaient pas encore clairement établis, il y avait peu d'informations, mais beaucoup étaient sous le choc d'une vidéo diffusée par TF1 le samedi soir dans son JT. C'était la vidéo du tabassage au sol de Quentin de Ranc qui semblait donner raison aux amis de Quentin qui commentaient déjà cette affaire dans les médias depuis quelques jours. En fait, on est littéralement 7 contre 50 à nous taper dessus. Et c'est là où d'autres étudiants de Sciences Po du coup se sont mis aussi sur nous à nous arracher la banderole, nous mettre des coups de pied, des crachats, tirage de cheveux, coups de poing, gifles. D'après elle, Quentin de Ranc et d'autres jeunes hommes devaient rejoindre le collectif en cas de tension. TF1 a donné la parole aux militants du collectif identitaire Némésis, mais sur CNews, c'est tout un tas d'amis de Quentin qui seront invités jour après jour à venir raconter qui était ce jeune Quentin. Quentin est un nouveau converti au catholicisme, ça fait peut-être 3 ans, et il était surtout engagé pour le bien commun. Il est une personne vraiment avec une noblesse d'âme assez impressionnante. Sur la chaîne du milliardaire catholique, on insiste beaucoup sur l'engagement religieux de Quentin. Baptiste, Vincent et Domiti nous racontent l'histoire d'un enfant de cœur injustement accusé d'être venu faire le coup de poing. Et je crois que vous avez été particulièrement heurté par tous ceux qui ont sali Quentin depuis son meurtre. Bien sûr, et c'est ce qui m'a poussé à être ici ce soir, à prendre la parole. Et donc c'est pour ça que vous avez pris la parole, vous et d'autres. Je pense à Baptiste aussi, Exactement. qui a pris la parole hier soir chez Pascal pour réhabiliter. C'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire qu'on est tué parce qu'on veut défendre un collectif de jeunes femmes qui déploie simplement une banderole. On est tué parce qu'on est de droite et après il faut réhabiliter, il faut que ses amis viennent en plateau pour réhabiliter sa mémoire parce qu'il a été sali à longueur d'articles, de plateaux de télévision. En effet, assez rapidement, Mediapart, Le Monde, Libération, Blast avaient fait la liste des structures ou des groupes qu'avait fréquenté Quentin de Ranc. Audace Lyon, un groupuscule néofasciste, l'Action française, Academia Christiana, il avait même cofondé son propre groupe néofasciste Allo Broche Bourgoin dans son coin. Et tout ça, au moment de la minute de silence, c'était déjà sorti. Mais c'était peut-être encore trop tôt pour les grands médias que ces histoires n'intéressaient pas vraiment, tout occupés qu'ils étaient à interroger les responsabilités de la France insoumise. C'est clairement cet angle qui a de toute façon été privilégié par tout ce que ce pays compte d'intervieweurs et d'éditorialistes. Nous serions désormais les racistes, désormais nous sommes les nouveaux fascistes dans ce pays, selon Marianne. La une de Marianne, l'Express, LFI, danger public, et la une que vous avez fait aujourd'hui dans votre journal, le poison Mélenchon. D'accord, donc c'est la presse, c'est la presse qui est responsable, Mathilde Panot. Non, mais c'est très important ce que vous venez de faire. Il y a une parole médiatique. Il n'y a pas une et liberté politique de la presse en France. Au même moment, dans tout le pays, des locaux syndicaux, des permanences insoumises, des centres LGBT étaient dégradés, tagués, attaqués parfois. Il y a même eu des alertes à la bombe, notamment au siège de la France insoumise à Paris, ça vous l'avez peut-être vu. Ce climat vous inquiète pour la suite de la campagne, ce climat Je pense que ce climat, il devrait inquiéter tout le monde. J'ai bien vu qu'une partie de l'extrême droite dans ce pays a pour projet politique de plonger notre pays dans la guerre civile. Et moi, je veux dire qu'ils n'y arriveront pas. Oui, on met en danger des militantes et des militants de la France insoumise. Parce que depuis une semaine, vous savez, c'est une dizaine de nos permanences parlementaires. Qui est mort. Pardon, c'est Quentin qui est mort. Bien sûr. Les militants de base aussi étaient mis en danger, notamment sur X, où circulaient des noms, des adresses, des photos, accompagnés de messages vengeurs. Là, l'extrême droite s'en donnait à cœur joie parce que c'était clairement son moment. Une militante en particulier a été accusée à tort d'avoir participé aux événements qui ont conduit à la mort de Quentin de Ranc. Son nom a été cité sur X, mais aussi sur Europe 1, par Alice Cordier. Donc on a évidemment là aussi caviardé son nom de famille, trouvé en dessous, et là a été diffusé sur les réseaux sociaux le nom de son père, son adresse personnelle, le nom de son club de handball. Elle n'était pas présente sur les lieux, ça l'enquête l'a donné. Là c'est terrible quand on va dans ce genre de dénonciation. On peut le dire, ça a été 10 jours d'hystérie médiatique. Tout était permis contre la gauche parce qu'un récit s'était imposé. Le jeune Quentin, 23 ans, avait donc été victime d'une embuscade tendue par des antifascistes alors qu'il était venu protéger de jeunes femmes.
Et ce qui est fou, c'est que ce récit, il a tenu dans le temps, alors même qu'on avait de plus en plus d'informations sur le contexte. Nous, on est de Lyon, hein. Donc on connaît le contexte, on connaît les acteurs. Ça fait des années que la gauche lyonnaise vit sous la menace des amis de Quentin. Ici, dans les milieux de gauche, on connaît tous quelqu'un qui a été suivi, menacé, agressé par ces gens-là. Et ça fait des années qu'on alerte dessus. À Lyon, il faut faire gaffe. Les militants sont sur le qui-vive. Les minorités savent qu'il y a des quartiers à éviter, car l'emprise des groupuscules d'extrême droite sur cette ville est connue et avérée. Ces dernières années, plusieurs attaques par des gens affiliés à ces groupes ont été comptées. Les cibles, médias locaux, librairies, conférences sur Gaza ou même simplement des passants. 102 agressions recensées par Rue 89 Lyon en 15 ans. Et c'est pour ça qu'il y a des antifascistes à Lyon. C'est pas pour rien que la Jeune Garde s'est créée là-bas. Oui, il y a un climat plus tendu qu'ailleurs, des confrontations plus régulières qu'ailleurs. Et c'est pour ça que les journalistes ont parfois eu tendance à décrire la ville comme la capitale de la violence politique. C'était même comme ça qu'était intitulée une émission de France Culture, Question du soir, qui a été diffusée le 18 février. Une des rares émissions à avoir pris le temps de prendre au sérieux ce que la présence de tous ces groupes néofascistes faisait subir à la ville. Oui, dans l'enquête qu'on a menée sur les 102 actes qu'on a recensés, plus de la moitié... Sur Lyon, justement, oui, sur Lyon, c'est ça, pardon. Visait justement des opposants politiques, donc des syndicalistes, des militants antifascistes, des militants associatifs. Et l'autre partie des victimes, ce sont plutôt des personnes non blanches ou des personnes LGBT. Et pour une toute petite partie, par exemple, des journalistes ou des médias. Et c'est ça, la singularité de la violence de l'extrême droite. Elle n'est pas dirigée que contre les adversaires de ces groupuscules politiques. Elle va être dirigée contre toutes les personnes que les fascistes considèrent comme nuisibles ou indésirables. Et à Lyon, cette violence-là, elle a été tolérée. Quelque part, on nous a dit, va falloir apprendre à vivre avec, voilà. Rien n'a été fait pour l'endiguer, il n'y a pas eu de grand plan. C'est comme ça, c'est Lyon. Et ça n'est pas devenu un sujet de préoccupation de la presse nationale alors même qu'il y a eu des morts. En début d'année, par exemple, la justice a qualifié de raciste le meurtre d'Ismaël Ali. Il était jeune lui aussi, 20 ans. Et là aussi, ça s'est passé dans la région lyonnaise. Mais comme le notait Arrêt sur Image, ça n'a pas suscité l'intérêt des grands médias. La violence des fascistes, pour les bourgeois, c'est peut-être pas si grave. Hein. Déjà, elle s'exerce pas contre eux. Si ça se trouve, sous la cagoule, c'est un copain de leur fils. Et puis ensuite, pendant ce temps-là, au moins, les gauchistes se tiennent tranquilles. Et donc, dans la presse bourgeoise, c'est un peu pareil. Un Lyon Mag. Alors, on s'est demandé si la presse bourgeoise allemande, dans les années 30, s'était comportée à peu près pareil. Et on a posé la question à Johann Chapoutot, tout simplement. Pour la presse nationale conservatrice et la presse libérale autoritaire, typiquement le système Hugenberg de l'époque, la violence de gauche, qui est pourtant une violence de défense et de réaction à la violence d'extrême droite et de droite, cette violence est insupportable et elle est intolérable. La violence de droite et d'extrême droite est toujours considérée comme légitime parce qu'on a affaire à des patriotes, à des bons Allemands, à des gens qui ont des valeurs, le travail, la famille, la patrie, comme dirait Martine Vassal. Et donc c'est par définition légitime. La violence qui vient de l'extrême gauche ou de la gauche est une violence qui vient de l'anti-Allemagne. C'est une expression qui existait déjà. Madame Berger parle de l'anti-France. Par définition, la gauche, même la gauche social-démocrate, même le SPD, est qualifié de parti antinational. Ce deux poids deux mesures, il est assez évident. Est-ce que vous avez déjà vu une marche blanche diffusée en direct sur les 4 chaînes d'information en continu pour un crime raciste, un crime policier ou un féminicide ? Non, mais pour la mort d'un jeune militant néofasciste, c'est possible. Les 4 chaînes, BFM et CNews étaient même en direct là-dessus de 15h à 18h, peut-être même plus, je crois. Sur BFM TV, toute l'après-midi, on a pu mesurer l'émotion de Dominique Rizet, le consultant police-justice, très proche des milieux policiers, du syndicat Alliance notamment. Celui-ci nous invitait à ne pas trop politiser ce moment de recueillement. Les personnes qui étaient venues rendre hommage, juste peut-être simplement. Un simple hommage. Pas une mobilisation politique. Sûrement des gens qui ont des idées proches de ceux qui ont défilé, plutôt, mais qui sont venus rendre un hommage, voilà, et qui ont participé à ce défilé, ce cortège, et maintenant qui vont rentrer chez eux. Vous savez, ça peut aussi, on est en train de tout diaboliser, nous, journalistes, mais ça peut aussi se passer très bien. Pour obtenir l'autorisation de la préfecture, les organisateurs avaient dû s'engager à ne faire qu'une marche d'hommage. Ils devaient assurer qu'ils n'allaient pas mettre à profit ce moment pour en faire quelque chose de trop politique. Les participants avaient eu pour consigne de cacher leurs tatouages, de pas hurler de slogans trop marqués, de pas faire trop de salut nazis. Et puis ça n'a pas tenu très longtemps. Les slogans étaient évidemment haineux, contre la gauche, contre les étrangers,
Les journalistes de BFM présents sur place l'ont noté, l'ont dit, mais Dominique Rizet, en plateau, n'a pas trouvé ça très important. Lui, il vivait le moment. Il aurait peut-être même aimé que ça dure plus longtemps. C'est terminé, partir, rentrer chez vous, c'est difficile de se dire au revoir. Hein. Quand on a vécu un moment pareil, il y a leurs idées, et puis aussi l'hommage qui est rendu à ce gamin, Quentin Derenque, 23 ans. Donc il y a forcément de l'émotion, même si on n'aime pas cette émotion-là, elle en vaut une autre, et toutes les émotions se valent, et tous les chagrins et tous les hommages se valent. Et oui, sous le coup de l'émotion, il y a eu des saluts nazis, il y en a même qui ont été filmés. Alors Dominique Rizet les a peut-être pas vus parce que lui-même était aveuglé par le chagrin, mais ça a fini par devenir un sujet, y compris sur BFM TV. Le lendemain, la chaîne est revenue là-dessus, en donnant la parole à Aliette Espieux, co-organisatrice de l'événement. Les équipes qui étaient sur place sont assez formelles sur les gestes nazis en l'occurrence. Même si, encore une fois, et je tiens à la préciser, ça ne résume absolument pas la manière dont s'est passé ce rassemblement. Et oui, mais parce qu'il faut dire que ça s'est passé dans le calme aussi. Oui, c'était une manif fasciste assez calme. Il y a eu des bras tendus, mais calmement. Ah oui, et puis il n'y a pas eu de casse. Il faut dire que le dispositif policier était impressionnant. Lyon recevait des militants d'extrême droite de la France entière ce week-end-là, et la ville était sous cloche. Des manifestations culturelles, artistiques ont été annulées parce qu'il y a eu une bande de néo-nazis qui voulait en découdre avec la République. Ça ne s'est pas bien passé, non ? Malgré tout, ça s'est déroulé dans le calme. Il y avait aussi des familles, des enfants, beaucoup de femmes qui ont défilé dans le calme. Et il y a eu quelques signalements qui ont été faits par la préfète. Et heureusement que la préfète a admis que ça s'était pas si bien passé que ça, parce que Brigitte Boucher, elle trouvait que c'était une manif plutôt conviviale. Familiale même, petite balade digestive, avec mamie, les enfants et des nazis, quoi. Normal. On a le sentiment que quand il y a l'ultra-droite qui défile, c'est calme. Quand il y a l'ultra-gauche, il y a à la fin un mort. Mais globalement, à part ça, tout le monde a capté que c'était une marche de fascistes, parce que c'était devenu compliqué de dire le contraire. Oui, même ceux qui voulaient défendre la marche disaient que c'était une marche de fascistes, que c'était bien passé, quoi. Mais ils ne pouvaient plus dire que c'était pas une marche de fascistes. Le problème là, c'est que c'est tout le récit des amis de Quentin qui tient plus debout. Le jeune étudiant venu aider des jeunes femmes en bon chrétien, du groupe d'amis qui se retrouvent surtout pour aller à la messe. Les amis de Quentin, ils étaient là, ils ont défilé et on voyait leur vrai visage. Ils étaient, selon la préfecture, 3200, arborant banderoles et portraits de Quentin Derenque, militant identitaire décédé après un affrontement avec des militants d'ultra-gauche. Vous avez entendu ? Militant identitaire décédé après un affrontement avec l'ultra-gauche. Quelques jours plus tôt, c'était juste le jeune Quentin tombé dans un guet-apens d'Antifa. Et il a fallu leur arracher chaque mot. Mais au fil des jours, en effet, la version défendue par l'extrême droite et ses médias tenait de moins en moins la route. Finalement, dire de Quentin qu'il était un militant d'extrême droite, ce n'était pas salir sa mémoire. Or, ceux qui se présentent comme les amis de Quentin et qui ont organisé ce défilé se sont adressés à la foule avant le départ du cortège, notamment celui qui se présente sous le nom de Raphaël Emma et qui a donné la couleur politique de ce rassemblement. Ceci n'est pas qu'une marche blanche, c'est un hommage certes, mais il est important de vous dire qui est Quentin. Mais je sais que Quentin était un militant, et comme militant, il aurait aimé que sa mort recouvre un sens. Le soir de la manif, cette fois-ci, les JT n'ont pas été aveugles à ce qu'ils avaient sous les yeux. Il y a en tête de cortège des figures connues de l'ultra-droite. Ce soir, la préfecture a enregistré un signalement pour plusieurs insultes racistes et saluts nazis. C'est le Canard enchaîné qui, le premier, avait mis à mal le récit du guet-apens, du piège tendu à 10 contre 1 par les Antifas. Le Canard a diffusé la vidéo de ce qu'on pourrait appeler une bagarre de rue. Quentin n'était pas venu seul, il était apparemment accompagné de militants armés et déterminés. Et cette vidéo, Alice Cordier, la chef du groupe Némésis, l'a découverte en direct sur le plateau de BFM TV. Aujourd'hui, vous pouvez dire qu'ils étaient venus pour vous protéger sans béquilles, sans fumigène, sans gaz lacrymogène ? Écoutez, moi, l'enquête fera son travail. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous, on a des hommes qui n'étaient pas là pour se battre, qui étaient là pour nous protéger. Vous les reconnaissez pas là ? Vous dites pas, tiens, effectivement, ce sont eux, habillés en noir ? Je ne sais pas ce que vous sous-entendez depuis tout à l'heure. On essaie de comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Cette fameuse semaine, Alice Cordier avait vraiment écumé tous les plateaux télé. Alors tous les soirs, elle était chez Gauthier Lebret sur CNews. Mais là, pour la première fois, sur BFM TV, on la mettait en difficulté. Sur BFM TV, oui. Alors c'est surtout Alexandra Gonzalez qui a fait le travail, mais même Truchot l'a un peu emmerdé. Moi, je me retrouve en procès, littéralement, avec un présentateur et 2 journalistes, soi-disant spécialistes police-justice, qui viennent me faire dire « Et vous reconnaissez, là, vous reconnaissez Quentin ? Et là, vous reconnaissez... Ah, mais les hommes en or, laissez-vous, hein, c'était eux, c'est eux. Mais c'est une rixe, Madame Cordier, vous voyez bien que c'est une rixe, alors que moi, je suis pas enquêtrice. » Donc, il y a eu la vidéo du Canard enchaîné, et ensuite, oui, après la manif de Lyon, Alice Cordier a dû admettre que les grands médias ne prenaient plus sa version pour argent comptant.
On n'a pas vécu la même manifestation visiblement que le service public. Je veux dire, la couverture qu'il a eue de cette manifestation, où c'était le bruit des bottes, le retour du bruit des bottes dans les rues de Lyon, où on avait l'impression que tout le monde était nazi, que tout le monde avait levé le bras, etc. C'était juste scandaleux de voir ça, alors que nous, on a vu des grands-mères pleurer. Voilà. Seulement, le mal était fait. L'Assemblée nationale a bel et bien observé une minute de silence pour la mort de Quentin de Ranc. La France insoumise et les militants de gauche avaient bel et bien passé une semaine sous pression, accusés, diabolisés par les fascistes bien sûr, mais aussi par la majorité des grands médias. Et de ça, Alice Cordier peut s'en féliciter. Elle a globalement réussi à imposer son cadrage à presque toute la classe politico-médiatique. En fait, sans Alice Cordier et sans son groupe Némésis, il n'y a pas d'affaire Quentin. Tout démarre aux abords de Sciences Po Lyon par une action dont sont coutumières les militantes identitaires. Armées d'une simple banderole, elles viennent provoquer les jeunes et les étudiants venus écouter la conférence de Rima Hassan. Des heurts éclatent, mais rien de bien grave, car les militants les plus parés au combat, Quentin et ses amis, sont en retrait, cachés. Selon un article paru dans Mediapart, c'est presque par hasard qu'ils vont se retrouver nez à nez avec des militants de gauche, dont certains anciens proches de la jeune garde, qui n'avaient finalement pas pu assister à la conférence de la députée européenne. Et c'est apparemment comme ça que démarre l'affrontement. Les militantes de Némésis, bien intégrées dans le milieu de l'extrême droite violente, avaient donc prévu une équipe. Et c'est pas la première fois qu'elles font ça. Quand vous voyez Némésis sur votre campus ou près de votre manif, dites-vous qu'il y a certainement des mecs qui sont bien préparés dans les parages. Thomas Lemayeux, tu as enquêté là-dessus et tu racontes dans un article paru ce matin dans l'UMA comment en octobre dernier, ils ont mis au point un traquenard dans le but d'attirer les antifas vers eux. Thomas Lemayeux, journaliste à l'Humanité, a eu accès à une conversation de 154 messages sur Telegram, une conversation entre des militantes de Némésis et Calixte Guy, un dirigeant du groupuscule nationaliste révolutionnaire Audace Lyon. Dans cette conversation, on découvre que tous ces gens se coordonnent pour tendre des pièges aux militants antifascistes lyonnais. Écoutez ce que proposait alors celle qui se faisait appeler Ornella. On peut être 2-3 filles à tracter là où vous voulez les choper, un peu pour faire l'appât, et on ne se revendiquera pas des Mésis. Au bout du compte, Calixte Guy se ravise. Franchement, faites l'action. N'oubliez pas que c'est le moment de faire une visu. Il ne vous arrivera jamais rien en tant que meuf. Et on sera là. Et donc la conversation date d'octobre dernier, ça concernait Lyon. Déjà, ça vous donne une idée du climat local. Et puis ça nous renseigne un petit peu sur le rôle de ce groupe de femmes qu'a cofondé Alice Cordier en 2019. Les militantes féministes connaissaient déjà Némésis, et dans le milieu, on savait à quoi s'en tenir avec ces meufs-là. Mais depuis la séquence Quentin, on peut dire qu'Alice Cordier est devenue une vraie figure médiatique, et que maintenant, tout le monde la connaît. Cette ancienne de l'Action française ne sort pas de nulle part, et on vous en avait parlé dans notre épisode sur le réseau Atlas. Le réseau Atlas, c'est une galaxie de structures, d'associations et de think tanks au service d'une nouvelle révolution conservatrice internationale. Vous retournerez voir la vidéo, mais voilà, en gros, il y a des grandes fortunes, des entreprises aussi qui ont investi beaucoup pour des structures qui visent à promouvoir certaines idées, des idées évidemment capitalistes, mais aussi conservatrices, racistes, et pour faire en sorte que ces idées essaiment un petit peu dans le monde entier. Tout ça, ça nous vient des États-Unis, c'est financé par des entreprises et des grandes fortunes qui ont intérêt à cette révolution conservatrice, une révolution chrétienne, blanche, raciste, on peut le dire aussi. Et le but, c'est d'installer ou de soutenir de nouveaux régimes un petit peu partout dans le monde. Retournez voir l'émission. Et dans cette galaxie Atlas, on vous avait parlé par exemple de l'Institut de formation politique géré par Alexandre Pézé, qui lui-même s'est formé aux États-Unis. L'IFP a formé beaucoup de monde, dont Alice Cordier. Écoutez-la, elle va vous dire elle-même à quel point ça a été décisif pour elle avant même la création de Némésis. Déjà de déclarer quelque chose en préfecture, la paperasse administrative, c'est terrible. Heureusement, on est aidé par des avocats, etc., qui nous aident à ce niveau-là. On a l'IFP qui a été vraiment un maillon central de l'association. D'abord, ils nous ont mis en lien avec des avocats. Cette vidéo, elle provient du podcast Impact. Et alors, c'est complètement fou, mais l'animateur, il est lui aussi passé par l'IFP. Oui, il s'appelle Romain Maréchal, et je vous le donne en mille, c'est le frère de Marion Maréchal. C'est un tout petit monde. Et donc, dès ma majorité, je m'inscris au premier séminaire de niveau 1 de l'IFP, je le fais. À ce moment-là, j'ai 18 ans, Némésis, non, je suis encore à Orléans, rien à voir, tu vois. Et en fait, j'arrive à Paris, je crée Némésis, etc. Et là, je m'inscris au séminaire de niveau 2. Parce que je savais qu'ils faisaient du média training et que, donc de l'entraînement à parler aux médias, et que je me dis, moi, ça va m'aider énormément, tu vois, à pouvoir parler aux médias, vu que Némésis a l'air quand même de marcher un petit peu. Et Alice Cordier, elle va finir par attirer l'attention d'Alexandre Pézé lui-même, et à partir de là, tout va se débloquer pour elle et pour Némésis. Et il me remarque et il me dit, tu voudrais pas qu'on t'incube justement, qu'on te mette dans le coquetier, ça pourrait t'aider à trouver au niveau juridique, au niveau, mais aussi des ressources financières. Donc à partir de là, il y a même des ressources financières. C'est elle qui le dit.
Némésis, ce n'est pas qu'un petit groupe de frêles jeunes femmes très courageuses, c'est maintenant une machine très bien rodée, avec un service juridique et donc, on l'a vu, des financements. Alice Cordier a été formée, très bien formée, et peut se prévaloir de quelques coups d'éclat, comme ce moment où elle a interpellé Bruno Retailleau, c'était il y a 1 an. Ce mardi, le ministre de l'Intérieur prenait part à une conférence organisée par un think tank dédié aux questions de sécurité. Au cours de la discussion, il est interrogé par Alice Cordier, présidente de Némésis, un collectif présenté comme féministe et identitaire. Némésis, je voudrais féliciter les jeunes dames que j'ai vues. Voilà, bravo pour votre combat. Vous savez que j'en suis très proche. Des mots qui ne sont pas passés inaperçus en raison de la réputation du collectif d'extrême droite. Il est notamment connu pour perturber des rassemblements en brandissant des slogans xénophobes, comme à la braderie de Lille ou lors d'un meeting de Valérie Pécresse, dont certains ont donné suite à des plaintes pour incitation à la haine raciale. Retailleau a dû rétropédaler, mais le coup était réussi. On avait parlé de Némésis, on avait parlé d'Alice Cordier. Parce que c'était malin de prendre le micro à cet événement pour interpeller Retailleau. C'était quoi cet événement? On était au centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Ça aussi, c'est une structure bizarre, un genre de think tank. Ça a été fondé par Thibaut de Montbrial, lui-même proche de Frontières. Le truc est soutenu par Sterrin financièrement. C'est exactement le genre de lieu, le genre de structure dans lesquelles on va réseauter, dans lesquelles en tout cas Alice Cordier sait qu'il faut aller réseauter. Et c'est grâce à cette nébuleuse de structures interconnectées que l'extrême droite, notamment l'extrême droite états-unienne, compte changer l'Europe. Dans cet article du Monde, on apprend que ces think tanks et ces associations sont très connectées, y compris à l'échelle européenne, qu'elles sont abondées en argent hongrois et états-unien. L'article évoque le poids du think tank MCC Bruxelles. Créé en 2022 seulement, il dispose d'un budget annuel de 6,3 millions d'euros pour organiser toute l'année des rencontres et des conférences qui permettront de mettre en lien les conservateurs européens et le monde MAGA. Et c'est à une de ces conférences qu'ont été aperçus Alexandre Pézé de l'IFP ainsi que la désormais fameuse Alice Cordier. Alice Cordier est entourée. Alice Cordier, c'est la face émergée de tout un iceberg de gens qui travaillent ensemble, parfois dans l'ombre, parfois dans la lumière, mais qui travaillent dur. Et le résultat de ce travail, on a pu le voir sur toutes les chaînes info ces derniers jours. Il faudrait peut-être qu'on se rende compte qu'il y a cet iceberg, parce que sinon, non, à ce rythme-là, on va se le prendre dans la gueule. Nous, on se retrouve dimanche, dans 2 semaines.